Février 1992, la jeune Nathalie Champigny se rend dans un restaurant. Elle n'a jamais été revue par la suite. On est convaincu qu'elle a été victime d'un assassinat. Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la mystérieuse disparition de Nathalie Champigny. Tout commence en 1992. Les parents de Nathalie apprennent qu'elle n'est pas rentrée au travail. Toutes les pistes semblent converger vers le même suspect. Cela fait 30 ans que sa famille vit un calvaire, comme le dira son frère Sabine. Tant que je n'aurai pas retrouvé ma sœur, je ne pourrai pas oublier. Le 22 février 1992, Nathalie disparaît mystérieusement. Cowansville, Estrie, Canada. La famille de Nathalie est native du lac Saint-Jean. Son frère est arrivé à Cowansville en 1971 avec ses parents. Il avait 11 ans. Nathalie habitait pas loin de son frère, dans un bloc résidentiel. Elle y a vécu environ 2 ans avec son ex-petite amie. Les parents de Nathalie ont eu 7 enfants, 4 garçons et 3 filles. Nathalie était la dernière, c'était le bébé de la famille. Sa mère et elle étaient très fusionnelles, elles s'entendaient très bien. Une enfant fragile aussi, car jeune, on lui a diagnostiqué de l'arthrite. Nathalie était une enfant adorable, proche de ses frères et sœurs, qui s'occupaient beaucoup d'elle, une enfant très attachante. Comme le dira son frère, Sadine, une fois que tu connaissais Nathalie, tu ne pouvais plus t'en passer. Une fille très attachante, joviale, qui aimait la vie par-dessus tout. Une fille très simple et aimante, très patiente aussi. Elle aimait rendre service aux autres, une très belle personne. Quand elle a rencontré son copain, Kelly Whittier, elle se confiait à une de ses sœurs à l'époque, que quelque chose n'allait pas, que c'était très difficile dans leur relation, qu'elle voulait le quitter, mais elle revenait toujours vers lui. Nathalie n'a pas eu beaucoup de copains dans sa vie, 2 ou 3 seulement. Son dernier petit ami Kelly, avec qui elle a habité, c'était sa relation la plus importante et celle qui a duré le plus longtemps. Leur relation a duré 4 ans. Natif de Cowansville, son ami venait donc de cette région qu'il connaissait très bien. 19 février 1992. Nathalie rend visite à sa sœur Danielle. Elle veut quitter son copain. C'était un mercredi. Elle est venue chez sa sœur avec lui. Ils étaient assis face à face. Nathalie a dit à ce moment-là à sa sœur « Nous nous séparons ». Sa sœur a vu sur le visage de son ex-petite amie que cette fois leur relation était finie. Il n'était pas content de cette décision, mais Nathalie était soulagée de sa décision. Kelly, son ex-petite amie, est partie du domicile vivre chez ses parents. Nathalie a gardé leur logement. Mais quelque chose se produisait toutes les nuits. Quand Nathalie se réveillait, elle retrouvait systématiquement son ex-petite amie allongée à côté d'elle. Elle était terrifiée. La mère de Nathalie se souvient du dernier moment qu'elle a eu avec sa fille. Nathalie est passée chez elle pour lui dire qu'elle était anxieuse et stressée, qu'elle avait peur. Sa mère, pour la calmer, lui donna un verre de lait et essaya de lui parler. Elle a demandé à sa mère si c'était possible qu'elle puisse venir chez elle, qu'elle ne se sentait plus en sécurité dans sa propre maison. Et elle lui expliqua que son ex-petite amie, toutes les nuits, venait dormir à côté d'elle.
Nathalie devait déménager le samedi 22 février chez ses parents. Elle téléphona dans la journée à sa mère pour décaler son déménagement au 23, le dimanche. C'est la dernière fois que sa famille a eu des nouvelles de Nathalie. Pour sa famille, que Nathalie ne donne pas de nouvelles, les premiers temps, ce n'était pas inhabituel. Ils ne s'inquiétaient pas plus que ça. Sauf que le lundi matin, ses collègues de travail ont appelé chez sa sœur pour lui dire que Nathalie n'était pas venue au travail. Pour eux, ce n'était pas normal. Elle a toujours été ponctuelle au travail et très sérieuse. Car si elle avait eu du retard ou un empêchement, elle prévenait tout de suite son travail. C'est à ce moment-là que sa famille ainsi que ses collègues ont commencé vraiment à s'inquiéter. Sachant que le samedi 22 février, elle est allée dîner avec son ex-petite amie Kelly, qui l'a suppliée depuis plusieurs jours. Il voulait rester ami avec elle. Pour lui, ce dîner représentait un souper d'adieu, un trait sur leur histoire d'amour. Il lui a choisi le restaurant qu'elle préférait à Clownstone, puis ils ont soupé. Beaucoup plus tard, sa famille a su qu'il y avait eu 2 retraits d'argent. Le premier s'est fait au Bonnie, à Cowansville, vers les 5h30, 6h. Puis un deuxième retrait qui a été fait à 9h30 le soir. Mais ce deuxième retrait, c'était impossible de savoir si c'était bien Nathalie qui l'a effectué ou une autre personne. L'auberge Clonton est le dernier endroit où Nathalie a été vue en vie. C'est dans ce restaurant de l'auberge Knowlton où Nathalie Champigny a été vue pour la dernière fois. Lundi soir, la maman de Nathalie a appelé son fils Sabine pour lui dire qu'elle était très inquiète car elle n'avait aucune nouvelle de Nathalie et qu'elle avait eu surtout l'auberge au téléphone, là où Nathalie travaillait. Ils ont commencé à faire des recherches, téléphoner aux hôpitaux, aux morgues, aux amis, mais personne n'avait vu Nathalie. De son côté, Danielle, la sœur de Nathalie, a essayé de contacter son ex-petite amie Kelly, qui travaillait à ce moment-là. Elle l'a rejoint à son travail et elle a été très mal reçue. Le patron de l'entreprise l'a jetée dehors. Il ne voulait en aucun cas qu'elle parle avec l'ex-petite amie de Nathalie. Drôle de comportement, me direz-vous. Arrivant quand même à le joindre, il est venu rejoindre la famille à leur domicile. Il s'est assis à table avec les parents de Nathalie en étant sur son portable. Bien sûr, quand je vous dis portable, ce n'est pas les portables d'aujourd'hui, nous étions en 1992. Donc c'est une sorte de talkie-walkie, mais malheureusement il n'y a pas plus d'informations. Comportement selon moi très inapproprié et déplacé. D'un coup, il dira à ses parents « Nous allons chercher ensemble. Je vais téléphoner à ses amis. » La mère de Nathalie, même encore à ce jour, s'est toujours posé la question « A-t-il bien téléphoné à ses amis ? A-t-il fait des recherches comme il le disait à l'époque ?» Son frère dira qu'ils ont su par la suite qu'il n'a jamais eu personne au téléphone. Il faisait croire qu'il était au téléphone, qu'il avait une conversation, mais personne n'était au bout du fil. Car les amis de Nathalie n'ont jamais eu d'appel de lui. Il faisait donc semblant d'être au téléphone avec eux. Le 25 février, la famille de Nathalie contacte la police pour déclarer Nathalie disparue. La police au départ ont tout de suite pensé à une fugue. Elle aurait pu disparaître d'elle-même, car à 22 ans, elle fait ce qu'elle veut. Mais la famille n'y croit pas, c'est impossible, elle aurait donné des nouvelles. Voyant que la police dans les premiers temps ne faisait rien, sa famille a commencé leurs recherches eux-mêmes. France Champigny, la petite cousine de Nathalie, la confidente aussi, elle déclarera « À l'époque, Nathalie avait très peur de parler, de dévoiler ses secrets. Peur, mais peur de quoi ? Comme elle le dira, elle ne le saura jamais. Quand elle se voyait, sa cousine la trouvait systématiquement changée. Elle était beaucoup plus réservée. Elle était très renfermée. Quand elle a annoncé sa séparation, on l'a sentie soulagée, libérée même, d'un énorme poids. Car dans sa relation, elle devait toujours se justifier pour tout et n'importe quoi. Elle devait systématiquement rendre des comptes. Où elle partait, quand elle reviendrait, pour combien de temps, avec qui elle allait parler. Son ex-petite amie Kelly devait toujours tout savoir et surtout savoir où elle était. C'était un jeune homme très jaloux, très possessif. Nathalie en avait peur. Elle n'a jamais réussi à dire les choses,
Mais sa cousine sait qu'il y a eu des événements qui se sont passés assez graves. Mais Nathalie a toujours refusé d'en parler, peur des conséquences qu'il pourrait y avoir. Elle dira un jour à sa cousine « Si je t'en parle, cela mettra ma vie en danger. » Voici ses propres mots. « Si je t'en parle, cela mettra ma vie en danger. » Parce qu'elle disait que ça mettrait sa vie en danger. La sœur de Nathalie, Danielle, ne connaissait pas bien Kelly. A priori, elle le saura plus tard, ce jeune homme avait des antécédents assez lourds. C'était un dealer, jaloux et assez violent. Les gens de ce quartier le connaissaient bien, connaissaient sa réputation. Tout le monde avait été assez surpris de savoir que Nathalie était avec ce genre de personne. Quelques jours avant sa disparition, Nathalie a téléphoné de son travail à l'auberge et Carrefour à son frère Sabine pour lui demander de lui prêter de l'argent. Elle voulait la somme de $800. Son frère lui répondra qu'il n'a pas cette somme sur lui, qu'il peut la dépanner de $350 et que le lendemain, il passera à la banque lui donner le reste. Dans la même journée, son frère partit au travail de sa sœur lui donner les $350. Nathalie a pris la somme et les a donnés à son ex-petite amie. Le lendemain, quand son frère est revenu la voir pour lui donner le reste de la somme qu'elle avait besoin, elle lui a dit « Non, garde-les, je me suis arrangée autrement. J'ai trouvé une solution. » Et le samedi, Nathalie disparaissait. Son frère n'a jamais compris ce qui s'était passé. Nathalie avait rompu avec son ex-petite amie. Pourquoi était-il à son lieu de travail et pourquoi lui avoir donné une somme aussi conséquente? Était-elle menacée par son ex-petite amie Kelly? Pour la famille de Nathalie, une chose troublante s'est produite pendant les recherches. Ils connaissaient très peu l'ex-petite amie de Nathalie, Kelly. Et pourtant, il était toujours là, toujours présent, au moment des recherches. Il venait tous les jours prendre des nouvelles, il posait des questions, savoir s'il y avait eu de nouvelles pistes, des nouvelles. Cela peut paraître normal, sachant qu'il a vécu 4 ans avec Nathalie. Mais par la suite, ses parents, ainsi que sa famille et ses amis, se poseront de plus en plus de questions. Dans un premier temps, les recherches ont été faites sur la rue Belle à Covansville et sur la rue Brousseau. La famille de Nathalie, dans le chagrin, ont accepté de communiquer avec des voyants. Ils voyaient Nathalie dans le coin de ces 2 rues. Ne sachant pas où aller, ils voulaient ne rien négliger. Ils ont suivi ces 2 pistes. Malheureusement, rien. En fouillant dans la maison de Nathalie, sa famille a remarqué qu'il manquait, à l'entrée en bas, des rouleaux de tapis. Puis, il manquait un tapis. Au niveau de ses affaires personnelles, tout était encore dans la maison. Sa voiture était garée devant la maison. Rien ne manquait, sauf ce fameux tapis. Elle ne serait jamais partie sans rien. Surtout qu'après le restaurant, elle devait se rendre à Granby. Elle avait toujours son sac avec elle et son portefeuille. Pour sa famille, après son dîner, avec son ex-petite amie Kelly, elle serait repassée chez elle, car sa voiture était garée devant sa maison. La police restera absente dans ces moments-là. La réaction de la police a été très lente malheureusement, étant très difficile pour la famille. Monsieur Jack Landry, en 1992, a été le premier à avoir le dossier sur la disparition de Nathalie, en tant qu'enquêteur. C'est en arrivant au poste de police qu'il verra pour la première fois la famille de Nathalie, avec des policiers qui étaient en train de prendre la plainte pour disparition. Nous sommes le 25 février 1992. Le lendemain, il reçoit un appel au poste de police par les voisins de Nathalie, qui vivent juste en dessous. Ils déclareront qu'il y a une personne qui marche dans l'appartement. Elle fait beaucoup de bruit. Les policiers, arrivant sur place, sonnent et frappent à la porte sans aucune réponse. Ils réussissent quand même à rentrer dans l'appartement. Et là, son ex-petite amie Kelly était présent. Plus tard, l'ex-petite amie Kelly est convoquée par l'enquêteur Laudry au poste de police et ne s'y est jamais présentée. L'enquêteur recevra un appel de son avocat qui lui dira que son client ne se présentera pas au poste. C'est là que l'enquêteur commença à s'intéresser à cette disparition,
car pour lui, cela éveille un vif intérêt, et surtout, beaucoup de soupçons. Car pourquoi quelqu'un qui se présente comme son petit ami ne veut pas venir parler au poste, aider pour la disparition de Nathalie? Pour l'enquêteur, cela devient de plus en plus bizarre. Aurait-il quelque chose à cacher? Suite à ça, la Sûreté du Québec sera prévenue. Mais ils refuseront le dossier, car pour eux, c'est une disparition, ce n'est pas un crime, même s'il y a des soupçons qui vont dans le sens d'un meurtre. Pour eux, il faut avoir des faits, car pour eux, des soupçons, ce ne sont pas des preuves. C'est là que les choses deviennent de plus en plus étranges et surtout très inquiétantes. Une après-midi où la famille continue ses recherches. Ils sont arrivés à un endroit dans les bois. Dans la voiture est présent Sabine, ainsi que l'ex-petite amie de Nathalie, Kelly. À un moment, sur le chemin, ils s'arrêtent à un endroit où toute la région est boisée. C'est là que Kelly dira à Sabine, je cite, « C'est sûr et certain, si vous trouvez le corps de votre sœur ici, je vais être accusée du meurtre de Nathalie. » En écoutant ces paroles, Sabine le regarde et lui dit « Répète-moi ce que tu viens de dire. Ce que tu as dit, c'est comme si tu t'incriminais. » En descendant de la voiture, il a prétexté qu'il avait froid et qu'il ne se sentait pas bien et qu'il resterait dans la voiture pendant que Sabine regarderait aux alentours. Pour son frère, il s'est posé la question que si malheureusement il retrouverait sa sœur, son ex-petite amie restant dans la voiture aurait pu s'enfuir, d'où le prétexte qu'il avait froid. Sabine avait déjà des soupçons, mais à partir de ce moment-là, il a pensé qu'il avait quelque chose à voir avec la disparition de sa sœur, qu'il y avait fait du mal. Depuis, il recherche dans ce secteur, où il a avoué que si on retrouvait quelque chose, il serait incriminé. Pour Sabine, il n'a pas dit ces paroles pour rien. Suite au premier refus de l'ex-petite amie d'aller parler avec l'enquêteur, dans les semaines de mars, la police est allée vérifier la rivière Yamaska, s'il y avait des endroits où le lac n'était pas gelé. Au retour, ils sont passés devant la maison de Nathalie. Son ex-petite amie était là. Ils sont descendus pour voir s'il voulait parler. Il était très hésitant. Il s'éloignait de plus en plus d'eux. Ils ont essayé d'avoir sa version sur la disparition de Nathalie. Mais il n'a rien dit. Mais pour l'enquêteur, il y avait un sérieux problème. Il avait accès encore à la maison de Nathalie. Il a eu le temps de nettoyer, ranger, car sa famille n'a jamais rien trouvé. Tous ses vêtements étaient mis à l'envers, ainsi que les poches de ses pantalons, comme si quelqu'un cherchait quelque chose dans ses vêtements. Pour la famille, c'était impossible de ne rien trouver, même pas un bout de papier, comme si l'appartement avait été figé dans le temps et nettoyé. L'enquêteur, entre-temps, a repris contact avec la Sûreté du Québec en leur demandant de dresser une fiche de disparition. Il a rencontré le directeur du poste local de la Sûreté du Québec. Il a pris ça en délibéré. Il a redonné des nouvelles la semaine suivante, vers le 5 mars, en disant que les agents vont prendre le dossier. C'est là que les choses vont bouger, que la police prend vraiment cette disparition au sérieux. La police a contacté les parents de Nathalie pour pouvoir rencontrer toute la famille, car ils ont des nouvelles à leur apprendre. C'est là que tout a dérapé. Comme se souvient Michel Roberge, un ami d'enfance de Nathalie, qui est resté extrêmement proche de la famille, qui a énormément aidé aux recherches, cette famille est formidable, c'est des très bons souvenirs de mon enfance. Juste avant la disparition de Nathalie, elle est venue chez Michel boire quelque chose. Pour lui, elle semblait effrayée par son ex-petite amie. Elle lui dira qu'elle avait peur de lui. Car Nathalie avait rencontré une nouvelle personne et son ex-petite amie était très jaloux. Michel et le nouveau petit ami de Nathalie travaillaient ensemble. Ils étaient serveurs au cabaret à Granby, qui est fermé depuis. Elle commençait à l'apprécier beaucoup. Ils s'entendaient très bien. Il lui donnait la force d'avancer. Elle se sentait moins seule pour continuer le deuil de sa séparation. Sabine a parlé avec lui après la disparition de sa sœur. Il lui a demandé s'il avait vu Nathalie le samedi soir. Il lui répondra que non,
qu'il l'avait attendue ce soir-là, mais elle n'est jamais venue. Ils devaient aller danser à Gambie ensemble. Le samedi soir, le frère de Nathalie, Sabine, travaillait à l'hôtel. Il y a eu, ce soir-là, une tempête de neige. Il avait, du coup, fermé l'hôtel de bonne heure. Ils sont allés manger au restaurant. C'est là que l'ex-petite amie de Nathalie est venue s'asseoir avec eux à côté de Sabine. Sabine lui a demandé où était sa sœur. Il lui a répondu qu'elle est partie veiller à Granby. Son frère trouvait ça impossible, vu le temps dehors et les routes impraticables. Sentant la pression se refermer autour de lui, l'ex-petite amie accepte de passer un test polygraphique, détecteur de mensonges. Le polygraphe, c'est simplement un instrument qui capte et enregistre les réactions physiologiques qui sont engendrées par une série de questions. Okay? On doit étudier le cas en profondeur pour s'assurer qu'on capte toutes les subtilités du dossier. C'est très important. La période pendant laquelle la personne est reliée aux composantes, ça dure à peu près 30 minutes. C'est pas long. Les questions sont toutes révisées avant de faire le test. Alors, il n'y a pas de surprise. Quand c'est le temps de faire le test, la personne sait exactement les questions qui vont lui être posées. Habituellement, les gens qui acceptent de participer au polygraphe le font parce qu'ils veulent démontrer leur innocence. Après que Kelly ait passé le test polygraphique, la Sûreté du Québec demande de rencontrer la famille de Nathalie. La police les avertit par téléphone en leur précisant qu'ils ont des nouvelles choses à leur dire. C'est là que l'horreur va être avouée. Son ex-petite amie a avoué l'avoir étranglée, puis mis dans un conteneur à Homerville. La réaction de la famille a été un grand choc. Pendant sa garde à vue, Kelly voulait parler à la maman de Nathalie, ce qu'elle refusa. Elle avait tellement de peine et de colère en elle. Elle en était incapable. Un policier a réussi à la convaincre. Elle devait avoir ce coup de téléphone en fin de soirée. Elle l'attend toujours. Il n'a jamais appelé. Il n'a jamais avoué quoi que ce soit à la mère de Nathalie. Il précisa qu'il avait voulu lui dire quelque chose, mais encore aujourd'hui, elle ne sait pas ce que c'est. Pour elle, il voulait encore lui faire plus de mal. Pour les parents de Nathalie, cela faisait le deuxième enfant qu'ils perdaient. Ils ont perdu un fils, il avait 16 ans. Sa maman a fait beaucoup de bénévolat pour s'occuper. Elle a été très entourée. Après les aveux incriminants de l'ex-petite amie de Nathalie, les policiers annoncent à la famille Champigny qu'ils déposeront une accusation de meurtre contre lui et qu'il y aura un procès. Lundi 14 mars 1992, au procès, toute la famille se réunit au palais de justice. Les aveux sont présentés au juge. C'est là que la famille a eu la grande surprise de leur vie. Il n'y aura pas de procès. Il n'y a aucune accusation de porter contre lui pour meurtre. Tout le monde attendait ce procès pour enfin savoir où était Nathalie. Le chaos dans la salle. Tout le monde était sous le choc. Le juge fait libérer la salle. En sortant, les personnes étaient en colère. Elles criaient. C'était affreux pour la famille. Que lui était en liberté, puis que la famille ne savait rien et que Nathalie n'avait pas été retrouvée. Le frère de Nathalie est devenu très agressif. Pour la famille, les gens, les journalistes, cela a été un grand choc. Personne ne s'attendait à ça, un dénouement comme celui-là. Les journalistes, avec une hâte absolue, démesurée, se sont rendus à Sherbrooke pour communiquer le plus rapidement possible la nouvelle dont ils avaient été témoins. Si en 1992, une décision comme celle-là se répétait en 2022, avec tous les réseaux sociaux que l'on a en ce moment, cela aurait fait boule de neige. Malgré des aveux, cela a été non recevable. C'est que l'interrogatoire aurait duré trop longtemps, car après un certain temps, ils sont obligés de le remettre en liberté ou lui donner le droit d'appeler son avocat. La police voulait qu'il avoue où il avait mis le corps. Ils ne l'ont pas libéré au bon moment. Une confession
est valide en autant que la couronne est capable de prouver, hors de tout doute, que la confession a été reçue sur une base libre et volontaire, sans stress, sans pression, sans coercition. S'il y a un doute dans l'esprit du juge, la confession est irrecevable. Toute accusation de meurtre est levée, en raison de la non-recevabilité des aveux du principal suspect. La seule accusation, c'est entrave à la justice au travail des policiers. Il aurait demandé à un ami de lui servir d'alibi en lui demandant, je cite, « Écoute, les policiers vont probablement aller te voir. S'ils te demandent où j'étais, qu'est-ce qu'on faisait le 22 entre 22h et 23h30 ? Dis-leur que j'étais avec toi, parce que sinon je suis fait. » Il a pris que 14 mois de prison. Le corps de Nathalie n'a jamais été retrouvé. Pourtant, suite à ses aveux, il avait dit qu'il l'avait déposé dans un conteneur à Homerville, près d'un garage. Mais ce qui est étrange, c'est que ce soir-là, il y avait une terrible tempête de neige. Il aurait pu avoir un accident avec le corps de Nathalie dans sa voiture. Cela n'a pas de sens pour la famille. Et pour autant, si c'était vrai, la police n'a jamais rien retrouvé, ni sur place, ni à la décharge. Pour la famille, il est trop intelligent pour avoir dirigé les enquêteurs sur cette voie du conteneur. Pour eux, il les a dirigés complètement à l'opposé du lieu où se trouve Nathalie. La priorité pour la famille de Nathalie est de la retrouver. Ils ne lâcheront jamais. Daniel et Sabine ont mis en place un site web, la Fondation Nathalie Champigny, pour que personne ne l'oublie. Ils ont aussi créé une carte du Québec, ce qui est une première dans le pays, pour montrer aux personnes le nombre de disparitions qu'il y a dans ce pays. Pour son frère Sabine, le site garde sa sœur vivante, dans sa tête et dans son cœur. Cela l'aide énormément. Elle est toujours à côté de lui. Pour la famille et les amis, comment son ex-petite amie Kelly peut-il continuer à vivre sans aucun problème, sans que rien ne se soit passé? Leur plus grande frustration, c'est que lui a une vie, il a une femme, il a des enfants, un privilège qu'il n'aurait jamais dû avoir. Pour Sabine, si c'est pas Kelly qui a fait quelque chose à sa sœur, il sait qu'il l'a fait, il protège quelqu'un et il sait où est Nathalie et où est son corps. Sabine a eu de très graves problèmes de santé, mais sa priorité reste sa sœur. Il fera tout pour la retrouver. C'est mon bébé. C'est ma soeur. La famille de Nathalie attend toujours des nouvelles. C'est la fin de cette tragique histoire qui m'a beaucoup bouleversée et surtout elle m'a mis hors de moi. Je souhaite énormément de courage à la famille de Nathalie ainsi qu'à son frère Sabine qui se bat depuis tant d'années pour savoir la vérité et retrouver sa sœur. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne fin de journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.